Bonjour à tous, focus sur Odyssée, un fonds de Tocqueville Finance qui investit dans des sociétés susceptibles de faire l'objet d'une opération financière. Alors comment les identifier? Cette thématique dégage-t-elle de la performance? On voit cela tout de suite avec son gérant, Didier Roman. Didier, bonjour. Bonjour Isor. Alors tout d'abord, sur quel type de société investissez-vous plus précisément? Chez Tocqueville, on est des stock pickers avec une approche value. Donc en fonction des scénarios qu'on se fait sur les sociétés qu'on est susceptible de mettre en portefeuille, on sélectionne pour le fonds Odyssée des entreprises qui, à notre avis, sont susceptibles de changer de contrôle, donc de faire l'objet d'une OPA ou d'un retrait de la cote. On investit aussi sur des sociétés qui génèrent beaucoup de liquidités et qui finalement trouvent assez peu d'emplois et choisissent de les rendre ponctuellement sous forme de dividendes exceptionnels ou de rachat d'actions à leurs actionnaires. On a un objectif en termes de taux de succès assez élevé, puisqu'on considère que 20% des lignes doivent être concernées par une opération financière chaque année. Et c'est pour nous important parce que ça ancre bien le fonds dans sa thématique par rapport aux autres fonds de la gamme. Comment les identifiez-vous? Parce qu'on le sait plutôt a posteriori. Alors on le sait a posteriori, mais ça aussi c'est un savoir-faire un petit peu particulier qui se fait naturellement de beaucoup de rencontres avec les dirigeants. Il faut essayer de comprendre quelle est leur stratégie, comment ils veulent faire évoluer leur entreprise, une connaissance assez intime de l'actionnariat, des entreprises, et puis naturellement on rencontre beaucoup de responsables d'associations professionnelles, de représentants syndicaux. On a des idées tous les jours de réflexion d'entreprise dans la presse, et puis naturellement nos amis brokers font des listes puisque ce sont des thématiques qui sont très à la mode actuellement. Et puis je suppose que la valorisation c'est aussi un critère clé. Alors la valorisation c'est le critère clé. Je disais qu'on avait une gestion value. Naturellement, la première raison pour laquelle une entreprise est susceptible d'être achetée par une autre, c'est qu'elle n'est pas chère. La réglementation, c'est pas une protection contre les OPA. Ça c'est l'arme des faibles. La meilleure protection, c'est sa valorisation. Donc nous, avec notre approche value, on choisit plutôt des entreprises qui ont des valorisations très attractives et naturellement des business models et des valeurs intrinsèques très élevées. Alors le rythme des fusions-acquisitions varie en fonction des années. Alors est-ce que réellement c'est une thématique atemporelle? Quand le cycle économique ralentit ou quand on est en crise économique comme on l'a connu ces dernières années, c'est plutôt des petites opérations de taille opportuniste parce que finalement, faut être opportuniste, on a des retraits de la cote, des choses comme ça, mais le climat économique ne prête pas à des stratégies très offensives pour les entreprises. Et puis dès que l'horizon s'améliore un peu, dès que la conjoncture se renforce, et naturellement, c'est le rôle d'un entrepreneur, on reprend une posture offensive et donc naturellement ceux qui ont le mieux traversé la crise sont ceux qui sont le plus offensifs. C'est ce qu'on voit actuellement. Alors justement, qu'est-ce que vous déduisez des opérations actuelles? Ce qu'on déduit aujourd'hui, c'est ce qu'on déduisait déjà hier. Le monde, il change en permanence. Les technologies, elles changent en permanence. Les réglementations, elles changent en permanence. Quand on a une fusion Publicis-Omnicom, c'est simplement parce que sur le marché publicitaire, les agences de publicité sont attaquées par les éditeurs de logiciels. Quand on a Schneider qui se rapproche d'Avantis, c'est simplement parce que Schneider est très fort dans ses métiers historiques, il est peu présent sur les automatismes et les logiciels. Et puis le monde des télécoms aussi a beaucoup changé. Le monde des télécoms, c'est pas la première fois qu'il change. Il a déjà beaucoup changé avec l'arrivée des mobiles et d'Internet. Rappelez-vous, à la fin des années 90, au début des années 2000, avec les mobiles et Internet, c'était le jeu des licences, tout le monde voulait être partout. Et puis finalement, il y a eu beaucoup d'opérations financières à l'époque, à des multiples, rappelez-vous, extrêmement élevés. Et puis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Finalement, des acteurs qui sont contraints dans leur rentabilité, avec des rentabilités extrêmement faibles. Et donc aujourd'hui, ce qu'ils demandent aux régulateurs, c'est de les laisser se concentrer pour pouvoir reconstituer leur marge. Ce qui se passe en Allemagne, c'est riche d'enseignements, parce que si Vodafone peut racheter Kabel Deutschland et si Telefonica Allemagne peut racheter E+, la filiale de KPN, il n'y aura plus que 3 acteurs sur ce marché-là. Donc, a priori, les principales sociétés qui seront présentes sur ce secteur vont pouvoir restaurer leurs marges. Et donc, si le régulateur accepte ça, ça fera tache d'huile en Europe, puisque naturellement, les marges des opérateurs télécoms sont très faibles partout en Europe. Alors, vous parlez de l'Allemagne, de l'Europe. Vous élargissez votre portefeuille aux valeurs européennes? Progressivement, parce qu'on a une vraie compétence, une vraie connaissance, une vraie proximité avec les entreprises françaises. On connaît bien la réglementation française. C'est moins vrai en Europe. Puis il y a la réglementation et puis il y a ce que j'appellerais les coutumes locales. Et Carlos Slim, naturellement, vient de l'apprendre. Il vient de lancer une OPA sur KPN aux Pays-Bas et je crains fort que ça tourne mal pour lui. Alors pourquoi est-ce une thématique qui permet de dégager de la performance? Parce que quand vous avez un deal qui se fait, c'est une rencontre d'un intérêt entre un vendeur et un acheteur. Donc vous avez le juste prix. Ce que vous avez sur le marché boursier tous les jours, c'est des prix de minoritaires qui se traitent.
Si aujourd'hui Peugeot décide de vendre sa participation dans Faurecia, qui est une des principales lignes du fonds, avec une prime de 30%, ça ferait un cours de 26-27 euros. On a été bien au-dessus sur Faurecia récemment. Je vous laisse imaginer la performance que ça aurait sur la valeur liquidative du fonds. Alors on va arrêter d'imaginer, on va parler concret. Comment se comporte le fonds? On affiche une performance de 12%, presque 13% depuis le début de l'année et de 23% sur un an. Et vous croyez que ça va continuer sur les prochains mois? Pour peu que la crise syrienne ne remette pas en cause les prévisions de croissance économique, probablement tous les chefs d'entreprise que je rencontre depuis que je suis rentré de vacances me disent « ça va mieux en Europe, ça frémit en Europe, mais on sent que ça va mieux et aux États-Unis, ça va bien ». Donc quand on est dans ce contexte-là, beaucoup disent on est prêt à faire des opérations de croissance externe, on regarde des dossiers parce que les valorisations boursières sont faibles. Donc pour résumer, vous êtes convaincu que c'est une thématique porteuse pour investir aujourd'hui. Didier, merci. Merci Isor. Quant à vous, j'espère que vous en savez désormais plus sur Tocqueville Odyssée. Merci de votre attention et à très bientôt.